Be encouraged this year with these new books available by Doctor in Theology with Evangelism Strategies, Leon Kabasele. What would you do if you knew the secret of prayer? Get your copy today of How to Pray by Dr. Evangelist Leon Kabasele. If you knew who you are, you know what you can do. Get the book, Jesus Christ is My God, by Dr. Evangelist Leon Kabasele. The book, Christian Development, God Came as Human Being by Dr. Evangelist Leon Kabasele. Christian Philosophy, Understanding Racial Oppression. These are the academic Christian books to help those who want to learn about Christianity. These are the books that can help people to grow spiritual rather than physically. Leon Kabasele does his research in theology as a Christian scholar, and one of his research is based on evangelism strategies, and this is what made him to become a doctor in theology, with evangelism strategies as his main subject. Take some time to walk through author Leon Kabasele's shelves of inspirational reads. Here are 4 books for daily inspiration and spiritual growth. These books can be bought from www.amazon.com, http www.amazon.com, or go to any Google, just type Leon Kabasele. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki Quand nous avons fait la marche à Bruxelles, auquel les combattants étaient là, un jour après, j'ai dû partir pour ma tournée américaine à Washington DC, qui devait durer jusqu'au 3 novembre, où je devais rencontrer Pelosi, les conseillers spéciaux du président Obama, ainsi que plein d'autres personnes, telles que la conférence catholique, etc. 2 jours après, j'ai reçu un appel ici à Londres, au 10 Downing Street, donc je devais venir. Donc je suis descendu ici en catastrophe. British Airways a égaré ma valise. Je n'avais pas le temps, entre le moment où je devais rencontrer le Premier ministre et chercher autre chose, donc je suis allé à la rencontre telle que vous me voyez ici. Donc ça fait 2 jours que je n'ai pas eu une seule seconde pour sortir, aller acheter même une paire de costumes, une paire de chaussures et de cravates.
les affaires sont dans cette valise qu'ils ont finalement retrouvée et que j'espérais avoir avant de vous voir, mais ce n'est pas encore là, donc c'est au soir que ma valise sera là. Dieu merci, puisque demain, je donne une conférence de presse ici, devant la presse internationale, bien sûr la presse congolaise, à 14 heures précises. Donc, tout ceci n'était, mais alors là, pas du tout prévu ou préparé. Mais il est clair que, quand je me suis retrouvé ici, je ne pouvais pas repartir de Londres sans rencontrer les leaders d'opinion. C'était une évidence. Et donc, j'ai demandé à notre frère Mété qu'il puisse identifier au niveau des leaders politiques, je connaissais certains d'entre eux, donc on a mis un peu nos noms ensemble, en faisant surtout confiance au coordonnateur du terrain, puisque vous connaissez entre vous. J'ai demandé la même chose au niveau des serviteurs de Dieu. Évidemment, il y avait des serviteurs de Dieu pour lesquels je n'avais pas besoin d'opinion. Par exemple, le pasteur T, j'ai demandé qu'il soit là. Et puis, j'ai demandé la même chose au niveau des combattants. Donc, vous vous retrouvez ici sur la base d'une opinion, imparfaite soit-elle, entre le frère Mété et moi-même. Et donc, nous avons, j'ai voulu vous rencontrer, partager avec vous un repas, une boisson, quelques idées, quelques histoires. Donc, il n'y a rien ici d'arrangé, il n'y a rien ici de prévu, c'est totalement spontané. D'ailleurs, je viens de la ville où j'ai pris du retard, donc vous allez vraiment me pardonner pour ce grand retard. Donc, c'est la raison de ce retard. Alors, avant que vous puissiez ouvrir les enveloppes, il est important que je vous explique la chose suivante. Il n'y a aucune intention malsaine dans ce qui se trouve dans cette enveloppe. Je ne crois pas du tout en ces hommes, entre guillemets, politiques, qui distribuent de l'argent. Je suis totalement contre et allergique face à cela. Ça a été un désir spontané. C'était un désir spontané, sans calcul. Je me suis dit, ce sont des frères, ils se sont déplacés pour venir me voir. Je sais qu'il y a des besoins qu'on ne dit pas toujours. Qu'est-ce que j'ai sur moi en main? Qu'est-ce que je peux donner? J'ai fait ce que, je dirais, tout bon chrétien ferait dans ce genre de situation. Donc c'est selon le cœur que j'ai dit, bon voilà, je donne ceci. Donc ça n'a rien à voir avec certaines habitudes que vous connaissez, qui consistent à distribuer certaines choses. Donc, dans cette enveloppe, vous trouverez une petite contribution. Vous trouverez également ma carte de visite professionnelle et vous trouverez le papier que vous venez de lire, que j'ai retrouvé par hasard dans le seul sac que j'avais en main, qui est un petit sac noir dans lequel je mets mon ordinateur, mon PC portable, et il y avait ça. Et si vous avez remarqué à l'arrière, c'est écrit en flamand, donc vous vous rendez bien compte que ce n'était pas du tout pour ici. Ce sont des tracts qui ont été distribués en Belgique et qui continuent à être distribués en Belgique dans le cadre de cet exercice que nous faisons. Donc nous sommes vraiment ici, je dirais, en famille, si je peux me permettre le terme, même si l'environnement, la table, etc., donne à ceci une sorte de caractère prémédité ou de grande réunion. Non, nous sommes ici entre nous, nous sommes entre frères. Sentez-vous totalement à l'aise et de manière informelle pour ceci. Évidemment, j'en connais, certains d'entre vous ici me connaissent depuis très très longtemps, connaissent la famille,
on rencontrait les enfants, les épouses, les oncles, etc. Donc, je suis totalement à l'aise. Donc, voilà, c'était ça mon introduction. Donc, vous pouvez, si vous le voulez, ouvrir vos enveloppes, soit maintenant, soit après, pour découvrir. Ça dépend du niveau de curiosité de chacun, puisqu'il y a certains qui sont très curieux, ils veulent tout de suite savoir ce qu'il y a dedans, d'autres préfèrent attendre. Donc, voilà un petit peu par rapport à ça. Donc voilà, c'était ça. Et il est clair qu'aujourd'hui, j'ai réservé cette journée pour vous. La journée de demain, à 11 h, je reçois quelqu'un, ça va probablement durer 2 heures de temps, 13 h. J'espère que je vais me rappeler que je dois manger, parce qu'il m'arrive très très souvent d'oublier que je dois manger. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas du tout eu le temps de manger, mais alors là, pas du tout. À 14 h, j'ai la conférence de presse qui va durer jusqu'à 16 h. Vous êtes, ce groupe-ci en tout cas, le bienvenu. C'est réservé pour la presse et pour personne d'autre, mais ce groupe-ci, si cela vous tente, vous êtes le bienvenu demain à cette conférence de presse qui évidemment a été arrangée à la toute dernière minute par mon équipe de presse internationale qui se trouve dans différents lieux. Je suis à vous. Vous remarquerez que par respect, je n'ai pas commencé par la prière. Je dis bien par respect parce que je ne peux pas supposer que tout le monde apprécierait nécessairement ce genre de pratique. C'est une pratique qui est personnelle, qui est individuelle. Nous sommes dans un cadre informel, nous ne sommes pas dans une église, nous ne sommes pas dans une communauté chrétienne, nous sommes avec des personnes certains que je ne connais même pas, donc je ne veux pas imposer mes croyances philosophiques à qui que ce soit. Voilà, maintenant je suis à vous. Si je vais prendre la parole, je vais juste m'avouer quelque chose. Nous, on est une nouvelle conférence. Je ne peux pas partir, je ne peux pas quoi que ce soit. Je dois ouvrir l'enveloppe pour tout le monde. Les gens sachent si nous avons l'enveloppe. Une carte qui est dedans. Si, je vais les garder. Il y a 350. Pour les combats. Pour les combats. Et pour les autres, c'est pas nécessaire. Pas nécessaire, non. Moi, je dis, nous, les combattants, on aime les choses. Donc voilà. Bon, pour les gens que ce soit, il y a des yeux, par respect, et ils vont commencer. Nous, on parlera après. Nous avons passé à dire, suivez-nous. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que je combats depuis que je suis arrivé en Angleterre. Je suis venu comme diplomate, j'ai travaillé à l'ambassade. J'ai connu beaucoup de privations. J'ai quitté la diplomatie en 92-92 avec 3 ans d'arriérés de salaire. Ils sont toujours impayés. Et c'est une des raisons de mon engagement dans le combat. D'abord, contre le régime de Maréchal Mobutu. Et je me suis battu jusqu'en 2000. Après, bien sûr, des changements. Mais c'est en 2000 que j'ai pu obtenir la nationalité britannique. Mais ça ne m'a pas permis de continuer à combattre tous les régimes qui ont suivi le régime dictatorial de Mobutu au Congo, parce que j'ai réalisé que les conditions sont allées de pire en pire. Et quelque chose que j'ai découvert plus tard, c'est que tous nos malheurs datent de longtemps, et je vois ici, vous avez décidé depuis 400 ans. C'est presque la même période que je donne dans mes recherches et mes études. J'ai suivi votre vidéo. Et ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je le dis et je le dirai encore à tous les Congolais, parce que je crois que j'aurai la grâce, si pas ce soir, mais dans les jours qui viennent, de passer à la télévision, expliquer ce qui constitue la racine de tous nos malheurs.
moi je dis depuis 300 ans, parce que pour moi ça a commencé en 1694 quand le Code Noir a été signé. Et tous les Congolais, nous ne savons pas pourquoi nous souffrons autant et pourquoi maintenant c'est nous-mêmes qui nous entretuons. Mais je me résume. Ce que je veux dire, c'est que j'ai découvert que selon les principes universels que Dieu a établis, un étranger ne peut jamais libérer une nation. Donc aujourd'hui, nous ayons à la tête de notre pays un étranger, nous ne pourrons jamais nous attendre à ce que les choses aillent mieux dans notre pays. C'est pourquoi mon combat a toujours consisté à ce que, un jour, un fils authentique du pays, choisi par Dieu, conduise cette grande nation. Et j'ai soutenu tant les combattants que tous les politiciens qui expriment des idées vers cette libération. C'est Dieu qui choisit, selon moi, et c'est Dieu qui élève. Mais parfois, nous les hommes, nous sommes obligés de soutenir celui qui se présente en se disant, est-ce que ce n'est pas lui? Les gens ont même douté de Jésus. Est-ce que c'est toi que nous attendions ou c'est un autre? Et ça, c'est Jean-Baptiste lui-même qui posait la question à Jésus. Donc nous ne pouvons pas savoir qui Dieu va utiliser pour libérer le pays. C'est pourquoi entendre un candidat, que par la grâce de Dieu je connais, qui est passé par des étapes qui l'ont conduit à la décision de se présenter à la magistrature suprême, ça réjouit mon cœur. En tout cas, j'ai toujours apporté mon soutien à tous ceux qui sont en train de chercher à nous libérer par tous les moyens, y compris notamment la recherche que nous faisons d'instituer le Conseil pénal international pour le Congo. Alors, vous entendre aujourd'hui, Révérend Jean-Paul, j'ai lu ce que vous avez écrit ici en résumé. Ce que j'aimerais savoir, c'est en tant qu'homme de Dieu, qui vient chercher le soutien de ce qu'on peut appeler les sages du Royaume-Uni. Parce que mon histoire, mon étude d'histoire m'a toujours démontré, et je l'ai toujours dit aussi dans mes écrits, que c'est de l'Angleterre qu'est venu le salut de beaucoup de nations. Et il pourra en être ainsi pour le Congo. Alors vous venez et vous nous présentez votre profil comme candidat aux élections présidentielles. Ma seule question est simple. Quelle connaissance vous avez de l'autorité actuelle en place, peut-être par vos contacts, et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter qui puisse nous convaincre que peut-être c'est vous? Parce qu'ici nous avons aussi des gens qui aspirent à se présenter un jour à la magistrature suprême de ce pays. Parce que nous aimerions apporter notre appui sur base d'une conviction. Comment connaissez-vous le terrain? Et qu'est-ce que vous pouvez nous garantir que si nous vous donnons notre appui? Et ça, c'est le pasteur qui parle. Peut-être que ce n'est pas l'avis de tout le monde. Que vous serez à mesure de vraiment libérer cette nation qui a trop souffert. Et si on ne le fait pas maintenant, je parie sur base de mes études que nous resterons encore au moins un siècle dans cet esprit d'esclavage. Voilà ma préoccupation et la raison pour laquelle j'ai tenu à être là et à découvrir par moi-même ce que le candidat nous offre pour que je puisse donner mon aval. Je le dis parce que si certains d'entre nous ont déjà pris des options, ou si certains d'entre nous sont dans la situation de vouloir se présenter également, je n'aimerais pas que
cet espace puisse constituer une source de conflit ou une source de malaise, surtout que, comme j'ai dit tout à l'heure, mon intention, c'était pas du tout cela. Mon intention était de rencontrer des frères, et il est évident que les frères, sachant ce que je fais, étaient en droit de poser ce type de questions. Donc, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité, beaucoup de restrictions que je réponds à cette question, pour ne pas tirer avantage de la plateforme. J'ai proposé, dans le cadre de la question du pasteur T, dans mon programme, qu'il y ait, dès le premier jour, la signature de 2 décrets. Le premier décret, au premier jour, c'est de faire appel immédiatement à la communauté internationale pour instituer une cour pénale internationale pour les crimes de guerre, les crimes de génocide qui sont passés sur notre pays. En parallèle, la création d'une commission paix, vérité, justice et réconciliation, parce que nous devons entendre pourquoi ces gens ont commis ces crimes. Et nous devons donner l'occasion aux victimes de pleurer les morts, de comprendre ce qui s'est passé, de les enterrer paisiblement, et surtout que nous puissions nous rappeler de ces gens, ces frères et sœurs qui sont morts, parfois dans des conditions que nous ne pouvons pas imaginer. Le deuxième décret, c'est la création d'une commission anticorruption. Ça, c'est au premier jour. J'ai dit également qu'il y a eu des commissions anticorruption qui ont existé. Mais j'aimerais faire de cette commission, par les pouvoirs qui seront donnés à cette commission, la commission anticorruption la plus puissante qui n'ait jamais existé dans l'histoire de l'Afrique post-coloniale. Ce qui veut dire en clair que ce sera une commission qui aura vraiment des pouvoirs énormes. Et donc, dans ce sens-là, j'ai prévenu les amis, la famille, les collaborateurs proches, de toujours s'arranger pour ne pas être dans le collimateur de cette commission parce que je ne pourrais rien faire pour eux. Il n'y aura pas de trafic d'influence possible si vous êtes dans le collimateur de cette commission. Ça sont les 2 décrets. J'ai également dit ceci, que dans les 6 premiers mois, il va falloir prendre des mesures d'urgence. Gérer notre pays dans la situation actuelle, situation de terrain, dont on parlera plus en détail si vous voulez. Nous ne sommes pas dans une situation de gestion normale. C'est une gestion de crise, c'est une gestion d'urgence. Et donc, il faut des mesures d'urgence. Dans ces mesures d'urgence, il faut que la ménagère, la maman qui va au marché, au lieu d'acheter un pain avec l'argent qu'elle a l'habitude d'avoir en main pour aller acheter son pain, qu'elle en achète 3. C'est-à-dire, le pouvoir d'achat, au cours des 3 premiers mois, doit être multiplié par 3. Du moins pour les produits de base. Foufou, wanga, enfin, toutes ces choses-là. J'ai également dit qu'au niveau des écoles, dans toutes les écoles, il faut qu'il y ait des bancs. Que chaque enfant, je parle ici jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire jusqu'à fin primaire, doit avoir un banc. Ça, ce n'est pas un travail pour lequel il faudra attendre 2 ans. Il faut que dans les 6 premiers mois, que chaque enfant qui va à l'école ait un banc et qui ait un tableau dans la classe où il se trouve. Ce ne sont pas des choses qui sont chères. Ce ne sont pas des choses qui sont difficiles à mettre au point. Ce sont des choses de base. Il va de soi que cet enfant qui est sur son banc et qui a les craies et le tableau devant lui, que le monsieur qui est devant, l'instituteur, doit avoir sa paie. Donc, tous les instituteurs, au cours des 3
premiers mois doivent recevoir leur salaire. Troisième point, au niveau de la santé. Vous le savez comme moi. Banamike, 7, 8, 10 ans, au Koufa, au Akoufi pour la ligne malariale. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, tous les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, au cours des 3 premiers mois déjà, doivent pouvoir aller à l'hôpital, au dispensaire, recevoir les soins et ne pas payer pour cela. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit assurer. Je parle ici des maladies telles que malaria, diarrhée, toutes ces choses-là, toutes ces bêtes entre guillemets maladies qui tuent chez nous beaucoup plus de monde que le sida. Ça tue 10 fois plus de gens que le sida le fait. Donc, voilà au cours des 3-6 premiers mois les choses qu'il faut absolument arrêter. Maintenant, quand on sort de ces 3-6 premiers mois, c'est-à-dire quand on sort des maisons d'urgence, il y a d'autres choses qui vont prendre un peu plus de temps, 1 an, 2 ans. Évidemment, ici, je pense à la situation de notre armée, dans lequel, vous le savez comme moi, il y a tout un nettoyage à faire, puisque nous sommes infiltrés de partout. Il y a toute une résélection, une récatégorisation des choses à faire. Ce sont des choses qui prennent du temps. Certains d'entre vous, du moins l'un d'entre vous est au courant, ça a été la force des choses, ce n'était pas prévu. Il y avait justement un des officiers ici qui était parmi vous, qui fait partie d'un des groupes qui sont affiliés avec ce que je prépare et qui travaillent sur ce dossier depuis 1 an. J'aimerais quand même faire une parenthèse importante ici. Il était sage, il était intelligent. Lorsqu'on prend la décision grave de se mettre sur le chemin dans lequel je me suis mis, il y a un minimum de choses. Sinon, alors, c'est de l'aventure. Dans ces minimums de choses, on ne va pas reconstruire notre armée dans un bocal perdu quelque part. Il fallait, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il fallait nécessairement travailler avec certaines puissances. Par exemple, rien que d'un point de vue technologique. Nous n'avons pas la technologie qui puisse nous permettre de bêtement identifier les infiltrés rwandais qui se déplacent rapidement, qui ont des caches d'armes, qui ont toute une série de choses. Donc, là, j'ouvre une petite porte parce que je sais que c'est un domaine sensible. Le Congo n'a pas la technologie pour mener une guerre conventionnelle. Donc, il faut nécessairement faire appel aux partenaires étrangers pour pouvoir aborder ce genre de choses. Donc, ces équipes, les militaires, les officiers, ne travaillent pas seuls, ils travaillent en collaboration avec certaines puissances pour s'assurer que nous avons les meilleurs outils nécessaires pour faire face à l'envahisseur. Donc ça prend du temps. La distribution, l'évacuation des produits qui sont stockés dans nos villages et qui ne peuvent pas descendre sur les villes parce que les routes ne fonctionnent pas, parce que les bateaux sont en panne, parce que les voies fluviales ne sont pas lavées, tout ça. Ça aussi, c'est tout un budget, c'est tout un domaine dans lequel il faut agir très rapidement. Très rapidement. Il faut désengorger. Tout cela coûte de l'argent. Ce n'est pas avec 500 millions de dollars que nous allons rapidement remettre le pays sur pied. Ce n'est pas non plus dans... on dirait que vous vouliez intervenir. Oui, parce que là,
excusez-moi, vous prenez un peu plus de temps de nous expliquer votre projet de société. D'accord. Donc, je pense qu'il y a le pasteur qui a parlé. Nous savons déjà de quoi vous êtes ici. Et nous savons pourquoi vous nous avez appelés. Donc, il y a les deux vieux qui nous restent, qui vont intervenir à trois vieux. Excusez-moi, après, nous les combattants, nous allons quand même essayer de prendre la parole. Donc, mais moi, j'aurais quand même deux précisions, parce qu'au niveau du pouvoir en place, qu'est-ce que vous connaissez de ce que vous pouvez utiliser pour les déloger facilement? Voilà. Et comme j'ai dit, quelle garantie vous pouvez nous donner qu'en vous appuyant, en tout cas, on peut dire d'ici la fin de l'année? excusez, pasteur. Voilà. Peut-être des choses sensibles. Ça viendra après. Ça viendra parce que lui, il va aux élections. Ouais. Et ici, il y a d'autres opinions aussi. Donc, parce que je veux savoir, il doit poser la question pour qu'il puisse nous convaincre en nous. C'est ça. Il n'a pas répondu à la question. Là, ça peut se justifier. Mais le parti a demandé ceci, qu'il puisse nous convaincre. Qu'est-ce qu'il peut nous garantir aujourd'hui qu'il va remporter les élections? C'est ça ce que nous pensons. Alors, je vais répondre à la question du pasteur. Comme certains d'entre vous le savent, je connais très bien celui que j'appelle Joseph Kabange, pour le simple fait que mon épouse, Rachel Kakuji, qui n'aime pas qu'on dise que c'est son cousin, dit toujours, je suis la nièce de Laurent Désiré Kabila, je ne suis pas le cousin de l'autre. La vie politique de mon beau-père, Gaëtan Kakuji, ça s'est toujours passé en dehors de ma vie privée et de ma vie publique. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Je sais qu'il y a eu des frères qui ont fait un amalgame en disant « Ah, comme c'est le mari de donc. » Ça peut se comprendre. Mais évidemment, c'était sans savoir exactement ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai fait au pays, puisque toute ma lutte et toutes mes emmerdes ont commencé quand j'ai commencé au pays le mouvement Psaume 23 et que le jeune homme au pouvoir a pris cela comme étant une sorte d'attaque vis-à-vis de lui. Donc ma lutte contre le système de M. Joseph Kabange ne débute pas de maintenant, c'est depuis déjà début 2000 sur le terrain que ça a commencé. Donc, s'il y a eu certains cercles qui ont fait un amalgame en disant parce que Rachel Kakuji est mon épouse, donc du coup que, ils doivent d'abord bien se renseigner sur ce que moi j'ai fait sur le terrain et pourquoi j'ai été sur le peloton d'exécution, pourquoi j'ai échappé au peloton d'exécution, comment j'ai fait pour retourner en Europe, etc., etc. Donc, je connais très bien le monsieur, je sais les informations de l'intérieur, évidemment, puisque qui est barrière ou pas, qui est cloisonnement ou pas, il y a quand même des informations qui filtrent. Et puis, le beau-père lui-même, avant de mourir, il est mort d'abord en Belgique, et il y a 3 mois, ça a pris 3 mois avant qu'il ne meure. Et pendant les 3 mois, il était hospitalisé. Et donc, nous nous sommes occupés évidemment de notre papa, donc le papa de mon épouse, pendant ces 3 mois, puisqu'il était justement à l'hôpital Saint-Luc, qui se trouve dans ma commune, à Woluwe-Saint-Pierre. Donc, pour des raisons pratiques, c'était facile pour nous de quitter la maison, d'aller s'occuper de lui. Et même le jour où il est tombé dans son appartement, où on l'a emmené à l'hôpital, c'était mon épouse et moi. Mon épouse me dépose au boulot. On se dit, tiens, c'est bizarre que le père n'a pas encore appelé parce qu'à ces heures-ci, il aurait déjà donné un coup de fil. J'ai dit à mon épouse, écoute, va jusque là-bas, regardez ce qui se passe. Et en effet, elle descend là-bas avec notre dernier, qui avait 1 an et demi à ce moment-là. Et bien, le beau-père était étendu par terre, donc nous l'avons emmené à l'hôpital. Pendant 3 mois, le beau-père a eu le temps quand même, d'abord de se réconcilier avec moi, parce qu'on ne se parlait pas, on n'était pas du tout en bon terme, à cause justement de ce combat.
donc c'est pendant les 3 mois qu'il a eu le temps de se réconcilier avec moi, de partager les choses qu'il avait à partager par rapport au jeune homme. L'intention, ça ce sont des choses que je peux partager, il y a des choses évidemment qui sont plus personnelles. L'intention du jeune homme, ça c'est le beau-père qui le dit, 3 semaines avant de mourir, sur son lit d'hôpital, c'était en fait de commencer, donc de prolonger son mandat de 5 ans sans passer par les élections. Quelle astuce il avait en tête et tout ça, ce serait trop long à expliquer. Mais c'était ça son intention. Donc, logiquement, au lieu que les élections aient lieu en 2011, l'intention de l'homme, c'était de faire traîner les choses jusqu'en 2013. Ensuite, à partir de là, voir comment il allait prolonger jusque ces 5 ans et puis maintenant faire quelque chose. Donc, à la base, l'intention du jeune homme n'était pas d'organiser les élections. Ça, c'est une évidence. Second point, qui est également important, c'est que le jeune homme a participé à l'assassinat de son père adoptif. Et ça, je ne le dis pas parce que simplement dans la famille, il y a eu des frustrations et qu'il y a des gens qui ont parlé. Non, non, non. Comme je vous ai dit, la vie de mon beau-père et moi, ce sont des choses différentes. Moi et lui, on ne se parlait pas. Parce que dès le départ, il avait même, comment on dit ça, répudié sa fille à cause de ce mariage. Donc, on ne va pas entrer dans ces détails-là. L'essentiel est qu'avant de mourir, on s'est réconcilié. Moi, j'ai appris cette information d'Eddie Capend. Quand ils m'ont enlevé, longue histoire, que je me suis retrouvé à Makala, etc., et que j'ai commencé à partager mon message de Psaume 23, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse en tôle? Il fallait bien que je fasse quelque chose. Donc, j'en ai profité pour... Et c'est Eddie Capend qui va entendre que je suis en tôle et va s'arranger avec les prisonniers pour que je puisse venir le voir. Parce que là où se trouve Eddie Capend, au pavillon 1, personne ne peut entrer là. Même la famille, personne ne pouvait entrer. Et donc, c'est dans les arrangements entre les prisonniers que j'entre dans le pavillon 1. Vous avez beaucoup de grâce parce que souvent, quand je raconte cette histoire, je n'ai pas ma Bible avec moi. Mais le fait que ma Bible, je la tienne toujours à part, elle n'est pas restée avec la valise perdue qu'on ramène ce soir. Je l'ai ici au-dessus. Que quelqu'un me rappelle que je vous emmène cette Bible et vous allez voir ce qu'Eddie Capend avait écrit dessus. Donc, Eddie Capend, j'arrive, tous les prisonniers sont là, l'État est consort, je partage mon message et ensuite Eddie Capend me prend à part pour me donner sa version de l'histoire. Et quand il termine, il va me dire, pasteur, j'ai écrit ceci sur votre Bible et je signe et je date, de manière à ce que si un jour je viens à disparaître, vous puissiez dire au monde ce que moi je vous ai dit, et ceux qui vont douter de votre parole, il suffit d'emmener ceci aux Nations Unies parce que, me dit-il, ma signature est enregistrée là-bas. Et donc ils n'auront qu'à comparer les 2 signatures et certifier qu'il s'agit bien d'un vrai. Et donc, du moins, là, on pourra vous donner le crédit que vous et moi, on était ensemble. Parce que tout le monde sait que personne ne peut entrer au pavillon 1. Mais au moins là, vous allez prouver que vous étiez avec moi au pavillon 1. Et donc, de là, peut-être que certains seront prêts à entendre ce que vous avez à dire sur les choses que je vous confie ici. Donc, il est clair, d'après M. Eddie Capend, que le jeune homme a téléguidé cette histoire d'assassinat. J'ai d'autres sources. La vie, souvent, nous emmène dans des conjonctures. Nous, les chrétiens, on a un terme pour cela. Le général Faustin Monene, qui non seulement est un proche de la famille, mais c'est quelqu'un qui a toujours été un mentor quelque part militaire pour moi quand j'étais au pays.
La preuve, c'est que le jour où le jeune homme m'a fait enlever par le commandant Raos et consorts, mon aîné avait pris l'audace de remplir tout un camion de militaires pour qu'on aille me suivre. Le temps qu'ils sont arrivés au tribunal de grande instance, les autres m'avaient déjà remballé de l'autre côté à Makala. Donc, il y a des gens qui se sont liés. Et donc, mon aîné raconte également sa version des choses quand il est au Zimbabwe. L'histoire se passe, lui, il est au Zimbabwe. Et c'est lui qui est le chef de délégation. Et il raconte comment les gens là sont arrivés avec le corps, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'histoire des empreintes digitales, comment il y a eu toute une série de disputes pour savoir où on allait ramener le corps, si on allait ramener ou pas, quand le corps est arrivé à Lubumbashi, comment il s'est disputé avec le jeune homme pour différentes choses, et comment il a fait des menaces, et les menaces ont fait que finalement on a ramené le corps sur Kinshasa. Donc, moi j'ai quand même deux sources, me semble-t-il, solides pour affirmer que Joseph Kabange était impliqué dans cette histoire d'assassinat de Laurent Désordre. Donc, je sais de l'intérieur certaines choses qui se font. Par exemple, M. Katuba Mwenke, que personne ne voit mais qui fait tout, quand il est dans sa bagnole seul avec son chauffeur et qu'il lui aussi aurait des intentions de coiffer son jumeau, c'est-à-dire Joseph Kabange, quand il a ses plaintes, mais ne sous-estimez pas leur saut d'humeur, ces deux-là sont liés par le sang, et ne vous imaginez pas qu'on va pouvoir les séparer. La seule chose qui va les séparer, c'est quand ils vont être devant le tribunal. À ce moment-là, je crois que ça va être sauf qui peut. À un moment donné, chacun va raconter ce qu'il a raconté. Mais avant cela, ce sera extrêmement difficile. Donc, voilà. Donc, de l'intérieur, il y a une série de choses. Il ne faut pas non plus oublier que, en dehors de ce qu'ils font à l'intérieur, il y a également tous les systèmes extérieurs. Les systèmes extérieurs étant l'Angola, par exemple, avec leur service de renseignement. Il y a la DIA, la Defense Intelligence Agency, les Américains qui regroupent CIA, FBI et consorts. Donc là aussi, il y a toute une série d'informations. J'oublie la Mossad. Comme j'ai dit, il y a toute une série de choses qu'on ne peut pas nécessairement dire ici. Donc il y a une série d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, posséder les informations, c'est déjà une chose. Maintenant, agir de manière efficace, c'est autre chose. Et dans ce sens-là, je vais indirectement aborder la question du frère, qui est que lui, il a pris l'option des élections, d'autres n'ont pas pris. Je suis totalement conscient de ce problème. Si je devais me laisser aller, j'utilise le terme me laisser aller, pourquoi? Parce que, papa, Mboko, c'est 70 millions de personnes, femmes et enfants. Ce qui te bandit tout bas côté, battre au couf. Ils ont au couf, problème est inté. Mais il faut tous assurer que ça, c'est un autre problème. Donc, là, ça demande une responsabilisation. Cette responsabilisation demande une coordination. Yo kufa parce que tout problème est inté. Mais il ne faut pas que Diwa Nangaï et Memaniwa, d'abord, Moussou, Basengi, Moté, donc c'est un problème délicat, la problématique de la guerre, qu'il faut à un moment donné prendre comme option, mais il faut bien analyser la problématique. Nous ne pouvons pas aller en guerre contre M. Joseph Kabange par des aventures. M. Kabange a renforcé les chars, l'armement au niveau de Matadi, d'une manière dont vous n'avez pas idée. C'est-à-dire, les choses qu'il a faites au cours des 6 derniers mois, vraiment, vous vous posez la question, quelles sont les vraies intentions de ce monsieur? C'est-à-dire, vous vous dites, mais à l'Est, il a déjà tué assez. Mais tous ces armes, tous ces chars qu'il a fait venir à Matadi, mais c'est pour encore tuer qui? C'est pour encore faire quoi? Donc, ne sous-estimons pas
les précautions militaires que M. Joseph Kabange a déjà mises en route. D'ailleurs, le 30 juin, son petit cinéma là, c'était pour nous dire c'était ça le message. Donc, face à cela, nous devons nous prendre des étapes pour lesquelles on va frapper, mais pour réussir. Pour réussir. Nourrir les soldats, ça coûte très cher. Les entretenir, ça coûte très cher. Je vais vous donner un chiffre. En Angola, nous avons 18 000 hommes. Au nord, vous êtes très bien informés, ils disent qu'ils sont à 100 000. Moi, je pense qu'ils sont plutôt aux alentours de 50 000. Si nous mettons... Excusez-moi. Oui. Est-ce que nous en avons pour combien d'heures ici? Nous en avons pour combien d'heures ici, dans la salle? Moi, je suis à votre disposition. Okay, on peut rester jusque demain, je paye la salle, là n'est pas le problème. Je voulais savoir ça. D'accord. Donc, si vous prenez les 18 000 hommes en Angola, vous prenez les 50 ou peut-être plus au nord. Tous ces gens, il faut les nourrir. Il faut leur donner quelque chose. Il faut les équiper. Budget 1,2 milliard. Ça coûte très cher. Il y a moyen d'y arriver. Il y a moyen d'y arriver. Mais il faut le faire. Nous, ici, nous pouvons réfléchir parce que nous sommes dans un environnement qui nous permet de réfléchir. Pour réfléchir, nous devons être dans le cadre. Dans le cadre. C'est là où nous allons avoir les meilleures décisions, les meilleures tactiques. Donc, c'est possible. Et je suis prêt à le faire. Pourquoi je suis prêt à le faire, ou disons, pourquoi est-ce que j'ai déjà commencé la préparation de cela? Parce que je suis conscient, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le jeune homme nous fait du cinéma. Puisqu'il veut nous faire du cinéma, moi aussi je vais lui faire du cinéma. Je me présente. Je suis la Constitution. Parce que je ne veux pas que le jour où je vais lui déclarer la guerre, qu'on vienne me dire que je n'ai pas suivi le processus. Donc je suis le processus. Mais je prépare l'arrière-plan. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans ce processus? Ben, c'est ça. On va mettre nos candidatures. Si on se bagarre bien, nos noms vont sortir des urnes, c'est-à-dire acceptés comme candidats. D'autres vont être refusés, même s'ils se qualifient. Le jeune homme qui est là, ne vous en faites pas. Parmi ceux qui se présentent, il sait lesquels d'entre eux ont les plus de chances de le déstabiliser. Parce qu'ils ont l'argent, ce qui est mon cas. Parce qu'ils ont certains soutiens, ce qui est mon cas. Donc, nous sommes les premiers qu'il va essayer d'écarter en disant, pour tel critère, ces gens-là ne se qualifient pas. Je me suis préparé en conséquence. Vous avez parlé de transparence, je suis quelqu'un qui aime également travailler dans la transparence. L'équipe légale, donc des juristes qui travaillent pour moi, c'est la même équipe de M. Barack Obama. Ma directrice de campagne, c'est la même directrice de campagne de M. Barack Obama. Longue histoire. Parce que je sais que quand on va arriver au moment où les noms doivent sortir, il va falloir que mes juristes se battent pour dire que non, ce candidat-là se qualifie. Donc, ça sera déjà la première étape. Deuxième étape, nous sommes, je ne sais pas, 10, 11 qui vont se présenter contre M. Joseph Kabange. Ok, avec quel sou? Il faut quand même faire une campagne réaliste, avec des moyens. Nous avons estimé qu'il nous faudra minimum 60 millions de dollars. Et ça fait 3 ans que je me prépare à cette histoire. Si vous allez dans Google, il suffit de taper mon nom, Jean-Paul Moka, Finlande. Et vous allez découvrir que déjà en 2008, je parlais devant le Parlement finlandais. En silence. Parce que j'ai compris que le jeune homme, plus vous travaillez en silence, mieux c'est. Donc je m'y prépare depuis 3 ans. 60 millions de dollars sur la table. C'est le minimum. Minimum. Déplacement du personnel, déplacement des motos, déplacement des vélos, déplacement du matériel, bureau de vote. 50 000 bureaux de vote sur tout le territoire.
50 000 bureaux de vote. Il faut qu'il y ait un témoin dans chaque bureau de vote. Ce témoin que tu envoies là-bas, il a sa moto, il a son vélo, il a besoin de quelque chose en poche, il a besoin d'un appareil de photo qui lui permet au moment où les résultats sortent, il filme, scanne directement sur Internet, c'est envoyé. C'est ce que Wadé a fait pour déloger son concurrent. C'est toute une logistique. Ça coûte beaucoup d'argent. 50 000 hommes, je vous dis franchement, jusqu'à présent, je ne vois pas quels sont les 50 000. C'est pour ça que moi j'ai proposé que tous les opposants, ensemble, même si chacun va mener une campagne, pas de problème, c'est la liberté de chacun. Mais qu'au moins, nous puissions nous mettre d'accord sur les 50 000 hommes que nous allons dispatcher. Au moins, parce qu'il faut au moins un témoin par bureau. Et ensuite, que nous nous mettions d'accord qui va payer quoi, parce que ça coûte de l'argent. Donc, ceux qui ont plus d'argent et qui sont prêts à faire l'effort, qu'ils fassent l'effort. Donc, nous allons devoir surveiller les 50 000 bureaux. 13 000 bureaux de compilation. C'est-à-dire là où ils prennent dans les différents villages et qu'ils ramènent quelque part pour centraliser le résultat. Là aussi, il nous faut des gens qui vont être là pour voir si les résultats qui ont été récoltés là-bas et qui, entre parenthèses, peuvent être directement disponibles sur Internet pour vous qui êtes à Londres. Donc, il suffit que le gars que nous avons envoyé dans le bureau et qui a été formé, qui a son appareil, a pris la photo de ce qu'on a affiché dehors, il était déjà dedans, il s'est assuré que entre ce qui s'est dit dedans et où il a signé et ce qui est affiché dehors, c'est le même papier. Pas filmé, directement disponible sur vous. Donc vous savez suivre le processus pas à pas. Donc vous pouvez créer un état-major qui aura pour tâche à Londres, en Grande-Bretagne, d'analyser tous les résultats qui sortent. On n'aura pas besoin d'attendre M. Kabange 3 mois après pour savoir quels étaient les résultats. Wadé a fait la même chose et il a réussi son coup. Parce que l'autre n'a pas pu tricher. Et quand l'autre s'est rendu compte de la chose, il a couru dans le village de la maman de Wadé pour négocier. Bon, j'ai presque terminé. Malgré toutes ces précautions que nous sommes en train de prendre, là j'ai presque terminé, M. Kabange va quand même s'arranger pour refuser de partir. Ça, je le sais. Je le sais. Et c'est là où je l'attends. Donc vous comprenez ma démarche. D'accord. Je crois qu'avant de passer par Papa Botende, commençons par là, Papa Mbala, si vous avez quelque chose à dire après, le fait Botende, après... Non, je crois que je me permets de dire que celui qui peut parler, qui parle. Hein. C'est pas parce que j'ai des cheveux comme ceux-ci que j'ai nécessairement le droit de parler avant. Non. D'accord. Je peux parler pas. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit que je suis entré dans l'Internet. Et à Google, j'ai cliqué sur votre nom et j'ai vu qu'est-ce qui était dedans et je suis entré dans 2 articles. J'ai compris que vous vivez à cheval entre la Belgique et les États-Unis. Je ne sais pas si vous pouvez préciser un peu, parce que je voudrais aller plus. Non, disons plutôt que j'ai des équipes très fortes aux États-Unis. Oui. Et je voyage 4 jours sur 7. Okay. Voilà, c'est ça. D'accord. La personne que vous recevez demain est membre d'une cellule que je dirige. Demain, il vous en parlera davantage. Très bien. Nous sommes contre les élections. Pourquoi? Parce que le président Bongo qui est décédé est un animal politique. Il a dit qu'aucun chef d'État africain n'organise des élections pour l'État. Comment voulez-vous organiser les élections, y participer et les perdre? C'est lui qui l'a dit. Je suis content, vers la fin, vous dites quelque chose là qui est intéressant. Que quoi qu'il en soit, Kabila ne partira pas forcément. Et à y voir tout de suite, à y voir sur le terrain, il a un boulevard devant lui. Il a déjà commencé la campagne. Je ne sais pas si vous le réalisez. Tout à fait. Je suis diplomate. Je suis arrivé à Londres où j'ai trouvé mon ami. Qui ne sont pas vexés. À un moment, j'étais son chargé d'affaires, ici. Et votre beau-père, M. Kakou, je l'ai connu. Parce que, excusez, je recule un peu. Vous n'avez pas parlé de votre background, je vais vous le dire un peu. J'ai fait des sciences administratives
c'était l'École nationale d'administration. J'ai travaillé à la présidence de la République. Je suis parmi les premières personnes qui ont été réquisitionnées par Mobutu. Pourquoi vous avez entendu parler de ça? Je suis la première promotion de réquisition. Et comme tel, j'ai eu l'occasion d'être en Belgique, en tout cas 2 fois par mois. Et je connais, quand je très bien, nous rencontrions souvent chez Mambo. Je ne sais pas si c'est un club qui vous dit quelque chose. Non, oui. Voilà. Ça Donc, correspond à ça. personnellement, je connais votre beau-père très très bien. Alors, pour revenir à... J'ai interrompu mon aîné. Chez nous, on dit ceci, quand les grands ont déjà parlé, parce que je sais, de moi, lui, il est mon aîné. Pour lui, je ne sais pas. Mais quand les grands ont parlé, on n'a plus rien ajouté. Mais j'ajoute pour dire quelles sont les chances que vous avez pour gagner ces élections. Parce que nous avons affaire, excusez-moi, à un fauve qui est là, au pays. Et tout le régime autour de lui est considéré des fauves. Nous devons appliquer des mesures appropriées aux fauves. Absolument. Voilà. Je crois que vous avez répondu largement à ce qu'il a dit. Mais Kabila est venu ici quand j'étais chargé d'affaires. Ici. Au moment où il organisait les élections. On lui a dit, à ce moment-là, je prends juste 5 minutes. Vous pouvez regarder dans l'horloge. Kabila avait, son challenger même avait 40 ans. Lui, il avait 29 ou 30. Ici, j'étais dans un entretien. Ici. On lui a dit, monsieur, vous n'avez pas le background, vous n'avez pas la capacité nécessaire de diriger ce pays. Il est tellement compliqué. Nous vous offrons une bourse pour le Sanders, ici. Ça vous prendra 10 ans, et quand vous aurez fini, vous n'aurez que 40 ans, l'âge qu'a votre challenger. Organisez les élections et ne vous présentez pas. Le peuple aura recours à vous, peut-être, à un moment donné. Je reviens sur... j'ai beaucoup à vous dire sur ce point-là. Je voulais vous dire quelles sont les chances, vraiment, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure. Le cas de Diouf avec Ouadé a été particulier. Et au Congo, il vous sera difficile de l'appliquer, je vous le dis. Voilà un peu, je laisse la parole à... Allez, moi j'ai fini. En tout cas, est-ce que vous me permettez que je prenne la parole? Mon cher révérend Jean-Paul Moka, depuis que je suis ici à Londres, il y a eu des candidats à la présidence qui sont passés ici, dans les élections passées. Aucun des candidats à la présidence n'a jamais passé le temps avec nous tel que nous. Question est simple. Il y a des combattants ici dans ce pays. Tout le monde est unanime. Et nous devons déboulonner Joseph Kabila par tous les moyens, par les armes. Ça, c'est l'option pour laquelle la résistance ici a pris. Un peuple libre est celui qui a pris son option à la défendre coûte que coûte jusqu'au bout. Vous proclamez tout haut ici, et voyant d'ailleurs le petit geste que vous venez de faire, que vous avez des moyens financiers. Et nous autres ici, ce qui nous manquait, ce sont des moyens financiers. C'est la condition qui a fait ternir ces combats pendant longtemps, parce qu'il n'y avait pas de moyens financiers. Moi que vous me voyez, je viens d'une famille de 7 garçons. L'un des garçons, le 3e secrétaire particulier de Lumumba. Tous mes grands frères ont été systématiquement éliminés. Je viens d'une famille martyre, de Bernard Sanou.
quand Laurent Désiré Kabila était venu ici, parce que lui, avec Bernard Saloum au Caire, étaient des réfugiés en passant par Dar Salam, qui est aujourd'hui, j'ai écrit une lettre ici, remettant à l'ambassadeur pour donner à Laurent Désiré Kabila, réclamant le quote-part, parce que nous sommes une famille martyre. Je n'ai reçu aucune réponse. C'est ce qui m'a poussé de me plonger en politique. Je vous apprécie beaucoup, à vous écouter parler, en passant le temps à nous expliquer ce que vous dites là, tout le monde. Vous voyez, le mouvement des Somme 23 que vous dites, les soldats qui ont mené cette action, ils sont pleins à Makala. Ils moisissent là-bas, ils souffrent là-bas. Et moi, avec mes petits moyens, de temps en temps, je les alimente parce qu'ils ne veulent pas manger de la nourriture du Makala. Ils sont prêts à mourir pour la cause du pays. Mais je suis débordé. Vos qualités, quand nous lisons tout ça, sauf une chose que je ne suis pas demandé, votre âge. 45 ans. Merci beaucoup. Nous autres, là, nous avons vécu l'avant-indépendance. Nous sommes allés à l'école pendant la colonie. Nous avons vécu après l'indépendance. Les Kassavou, tout ce monde-là. La veuve de Lumumba me connaît personnellement comme ça. Dans ma tête, je suis incorruptible. Amen. Je suis incorruptible. Pour ceux qui me connaissent, incorruptible. Parce que si j'accepte la corruption, c'est que la lutte que mes grands frères ont été systématiquement éliminés à cause, alors je bois leur sang. Seul mon pays avec eux. Dieu me donne la chance, la possibilité de m'exprimer, la sagesse, pas l'instruction. Je n'en connais pas beaucoup, parce qu'il y a de nombreux instruits qui sont instruits. Mais la parole que Dieu met ici, donc disons, les braises dans ma bouche, pour toucher les cœurs des gens, ça je le reconnais, Dieu m'a donné. C'est plus que tout. Nous vous disons ici que tout ce que vous dites là, nous sommes d'accord, sauf une seule chose, les élections. Aujourd'hui au Congo, il y a plus de 460 partis politiques. Je dis bien plus de 460 partis politiques. L'égocentrisme des leaders politiques, de vouloir toujours dire que moi aussi, c'est ce qui nous a conduit à des échecs comme ça. Ils sont passés ici avant. Moi, je leur ai posé la question. Tshisekedi voulait aller avec vos élections parce qu'il a posé des préalables. Il n'y a pas de recensement, il n'y a pas d'identification. Tshisekedi a dit, je ne peux pas aller aux élections. Maintenant que vous êtes parti là-bas, vous vous bitez dans les... Pourquoi ne pas faire la même chose pour Tshisekedi? L'égocentrisme des uns, les ambitions qui survolaient dans leur tête. Ils ont répondu que la politique de la chaise vide, ça n'engage que Tshisekedi. Mais là, ils sont partis. Dans quel pays 33 candidats présidentiels? Vous ne voyez pas que les résultats seront proportionnels. Maintenant, nous vous reposons la même question aujourd'hui. Avec 460 partis politiques, nous sommes là à table, vous avez fait des gestes que nous pouvons vous apprécier. Même quand on va quitter d'ici, nous allons murmurer à votre nom. Nous allons vous critiquer, tant bien que mal. C'est pour ça que vous avez engagé de vous présenter comme un leader. Un leader, on doit les critiquer. On peut même vous insulter. Ça dépendra de tout à chacun. Maintenant, nous vous demandons ici, comment alliez-vous faire pour éliminer tous ces candidats farfelus qui viendront gonfler les nombres
pour que nous ne tombions plus sur les résultats proportionnels qui vont obliger la coalition au-dessus duquel le président Kabange va jouer encore pour essayer de former des multitudes de partis politiques qui vont lui donner encore les voix comme ils ont fait la fois passée. Voilà. Ça, c'est notre inquiétude. C'est pourquoi nous vous demandons. Pour le moment, il y a une révision constitutionnelle qui est en cours. Ils veulent supprimer le vote proportionnel au profit du vote majoritaire. C'est ce qui va arriver. Voilà. Donc, maintenant, notre inquiétude, ce n'est pas votre présence. Moi qui vous parle ici, je sais que quand je vais partir d'ici, vous allez quand même rester avec mon image. Ça, je le sais. Et que même si un jour vous devenez président de la République, et que je demande l'audience, si j'ai la chance, je serai reçu. Voilà. Ça, c'est mon avoir. Parce que là où je passe, je marque. Je vais marquer. C'est pourquoi je vous parle ici du fond de mon cœur. Je suis prêt à vous soutenir. Je suis vraiment prêt à vous soutenir. Et je connais mon impact aussi. Mais le problème, quelle stratégie? Quelle stratégie qui va éliminer d'abord, le nombre de ces prétentieux candidats présidentiels pour limiter, pour former des blocs majoritaires. Cette fois-ci... Quelle est votre position par rapport à Kachala? Voilà, c'est ça. Donc, si je perds cette fois-ci, c'est que ma vie est passée à proche comme ça n'a rien. Et Kachala est en train de vibrer là-bas. Qui s'était en Belgique en train de vibrer. Au Congo, il y en a qui vont vibrer. Alors, finalement, c'est pourquoi nous disons niet. Donnez-nous les moyens. Tobinganera d'abord Kabange. Et puis, vous allez passer. Parce que c'est votre rêve. Somme 23, est-ce qu'ils sont en contact avec vous? Voilà. Parce que vous avez cité ça, eh bien, moi je suis en contact avec Somme 23, c'est pour ça que je vous dis ça. Je connais les pavillons, pavillon 7, pavillon 20, tout ça je connais. Alors donc c'est pour ça que je vous parle ouvertement. Aidez-nous pour vous aider. Voilà, j'ai terminé. Je suis obligé de dire quelques mots ici. Quand je suis arrivé à Makala, dans ce véhicule pourri, on était dans la boue, c'était le soir. Il y a un prisonnier qui est venu vers moi. Il m'a dit, vous êtes le pasteur Monk? J'ai dit oui. Il m'a emmené près du capitaine général qui m'a dit, pasteur, nous avons suivi vos messages à la radio, à la TV. Vous allez venir dans notre pavillon. Pavillon 6, juste à côté du pavillon 7. Et ils ont pris soin de moi dans ce trou-là. Depuis lors, je n'ai plus de contact. Donc s'il y a quelque chose que je peux faire, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à financer. C'est la raison, en fait, de la conférence de presse qui se tient demain. J'aimerais aller à Kinshasa, malgré toute la folie que ça peut représenter, pour récupérer le corps de Armand. Et le donner à ses enfants, à sa femme. C'est ça la raison de ma présence en Grande-Bretagne et de la conférence de presse de demain. Je n'aimerais pas aller comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir. Et donc, là, je pense que on peut s'organiser ensemble par rapport à la question que vous posez. Oui. Par rapport aux nombreux candidats, là, j'ai besoin de votre aide parce que j'ai mis plus de 350 000 $ que vous pouvez vérifier par un simple coup de fil. L'hôtel le plus chic à Washington DC, qui s'appelle le Ritz-Carlton, que
connaît, qui Ouais, est la référence. Nous avons réservé du 13 du 13 au 18 janvier pour une conférence pour réunir justement tout ce beau monde et qu'ensemble nous puissions envoyer un message commun dans le sens de ce que vous dites, parce que c'est vrai que même si tout le monde ne pourra pas accepter le concept, mais il y a moyen de parler tous ensemble d'une seule voix. Et donc c'est pour ça que nous avons prévu la conférence de Washington. Vous qui êtes les personnes écoutées, si vous pensez que je suis un homme sincère, vous pouvez dire aux autres candidats de répondre positivement et de venir à Washington. Ils ne payent rien. Je paye tout. Je paye tous les frais d'hôtel, c'est déjà fait, les billets d'avion, etc. Quand il y a eu le rapport MAP qui est sorti le 1er octobre, j'ai des témoins pour ça. J'ai envoyé un courrier à tous les candidats. J'ai dit, le rapport sort le 1er, venez tous entre le 27 et le 29 à Bruxelles, je paye tout. Je paye vos avions, je paye vos hôtels. Comme ça, nous allons dire d'une seule voix pour faire que le rapport sorte dans le sens que nous voulons. À part Guillaume Nguefa, personne n'a répondu. Excusez-moi, professeur. C'était mal engagé. Parce que vous risquez d'avoir aussi les infiltrés. C'est ça le problème. Les infiltrés. Il faut y réfléchir pour pouvoir envoyer une invitation à des personnes que vous aurez identifiées ou qui auront été spécifiées, de sorte que c'est ça la conférence. Alors, sinon, dès que vous aurez terminé, les résolutions des gens seront déjà ça. Tout à fait. Alors, dans ce cadre-là, juste 2 secondes, dans ce cadre-là, moi je vous propose ceci. En collaboration avec les autres combattants, ici je pense par exemple à Henri Bouquet, à Bruxelles et d'autres, pourquoi ne pas se retrouver ensemble, si je parle de combattants, des leaders d'opinion, pour justement avoir une fiche technique qui puisse permettre d'écarter ces infiltrés. Parce que moi, je suis en très mauvaise posture pour me prononcer sur la chose. Si vous, en collaboration et en coordination, vous sortez une liste, je pense que ça va avoir son impact. C'est comme ça qu'il faut pousser, à mon avis. Vous aurez à m'excuser parce que à 21h, je dois être sur une chaîne de télévision où je vais parler à la racine de tous les problèmes. J'ai déjà commencé à sensibiliser les politiciens à s'entendre, quel que soit leur passé. Sinon, on n'en sortira jamais. Et nous croyons que nous allons faire quelque chose. Je sais que les combattants vont parler. Et par rapport à ce que mon ami Boten a dit, je vais ajouter quelque chose. Parce que si nous autres hommes des dieux, et pas moi en tant que le doyen des pasteurs francophones au Royaume-Uni, j'ajoute ce que je dis, c'est parce que nous voyons le peuple souffrir et nous ne pouvons pas tolérer que le peuple continue à souffrir comme s'il n'y a personne qui peut prendre le devant pour le défendre. C'est pourquoi nous pensons, je ne sais pas si les combattants vont convenir avec moi, mais comme il a dit, nous n'avons que 2 solutions. Ou le faire partir avant les élections, et là on peut trouver les moyens de le faire sans qu'on provoque une guerre qui va tuer encore des gens. Et il suffit des moyens, il y a des gens qui sont disposés, ou ne pas aller aux élections et le mettre devant le fait accompli. Alors prouver notamment qu'il n'est pas congolais et que le PPRD, qu'il y ait un représentant de PPRD ou pas, ce n'est pas mon problème, que le PPRD n'est pas un parti politique congolais parce qu'il est connu par un nom congolais. Et que le PPD ne peut pas être présent aux élections. Donc, on boycotte complètement les élections. Donc là, je voudrais laisser au... Là, c'est trop intéressant. Je sais que c'est... Je continue à donner le point de vue.
moi, de principe, je ne suis pas m'engager dans une démarche qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire de pouvoir disqualifier M. Kabange avant les élections. Ouais. Absolument. Si on va dans ce sens-là, je pense que pour moi, ce sera beaucoup plus facile. Parce qu'il y a des évidences. Dans un cas comme dans un autre, il doit être... C'est-à-dire que vous prenez un peu trop la parole. Il ne va pas oser la depuis qu'à la Awa. Le vieux n'avait pas pris la parole tout à l'heure. Le vieux avait dit ceci. Je ne peux pas passer les cheveux blancs. Parce que c'est bien. Moi, je voulais parler, mais bon, bien. Merci beaucoup. Papa Pasteur, je voudrais vraiment vous remercier pour cette occasion, d'abord pour le dévouement au pays, et pour la générosité de cette enveloppe. Comme elle ne m'est pas destinée, je ne peux pas l'ouvrir maintenant, mais je transmettrai en toute transparence. Moi, j'ai été à l'élection de 2006. Et je voudrais inviter mes frères à comprendre des raisons autres que la recherche d'un positionnement personnel pour aller aux élections. Ça, ce n'est pas ça. Ce n'était pas que ça. Nous sommes allés aux élections parce qu'en 2006, notre peuple avait déjà dit 1 plus 4 égale 0. Nous nous sommes dit, le peuple ne va jamais choisir Kabila. Ça, c'est 1. 2, nous pensions que la communauté internationale était un facteur positif, celui qui serait là pour assurer la neutralité et la transparence. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. 3, quand l'UDPS, en la personne de son président, M. Etienne Tshisekedi, que je respecte beaucoup, a décidé de ne pas aller aux élections, ce n'était pas une action concertée. Vous pouvez beau être un grand parti, mais lorsque vous voulez être suivi, la moindre des choses, c'est de consulter les autres. Ça n'a pas été fait. Et évidemment, il y a des gens qui sont allés aux élections. 4, l'élection faisait partie, c'était le point final d'un processus engagé au dialogue intercongolais. L'UDPS avait déjà signé qu'il y aura une transition suivie d'une élection. Donc, ceux qui sont allés aux élections, je voudrais qu'on comprenne que nous, ce que nous avions voulu, à cette occasion-là, que notre peuple entende notre son de cloche. Mais nous avons vu ce qui s'est passé. Que tout était truqué déjà à partir du calendrier électoral. Demander qu'une campagne soit faite sur 2 500 000, 300 000 km² en un mois, c'est impossible. Mais tant que vous n'avez pas encore tenté l'expérience, vous ne le savez pas. Maintenant, nous savons. Donc, si vous allez aux élections, déjà pensez au calendrier déjà. Parce que ça, c'est le premier piège qu'on nous a tendu et que personne n'a aperçu jusqu'à ce que nous étions là. Pour l'instant, il y a des gens qui veulent aller aux élections, il y en a qui ne veulent pas aller aux élections. Le problème, en fait, est de savoir comment est-ce que, par la voie des élections, on peut déloger Kabila. C'est ça. Il y a deux options. Ou on le fait autrement. Et si c'est par la voie des élections, comment s'assurer qu'on va le déloger? Pour moi, c'est en ce terme que je vois le problème. Alors, cela étant, moi, ce que je conseille, et que nous essayons de conseiller, c'est un accord politique entre ceux qui se disent leaders. Quand vous êtes là, il y a quelques-uns ici qui se présentent déjà comme des politiciens. Il y a ceux qui parlent à gauche, à droite, on peut les connaître facilement. Je crois qu'il faut une démarche interpersonnelle. Vraiment les approcher, leur parler et leur dire, voilà ce que moi je propose, mais aussi être ouvert à leurs propres propositions, de façon à lever un ensemble d'options fondamentales pour l'avenir du pays, sur lesquelles on peut tomber d'accord et transformer ça dans un programme gouvernemental
autour duquel on peut chercher le consensus de la grande majorité de notre peuple. C'est évident. C'est cette démarche-là que je pense, au plan politique, qui pourrait être payante. Si nous parvenons à nous mettre d'accord sur un ensemble d'options et que nous parvenons, comme le disait si bien mon frère Botende, à mettre ça dans la tête de notre peuple et que tout le monde ne parle que ce langage-là comme en 59, indépendance, 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 et que tout le monde est en train de dire Kabila doit partir, Kabila doit partir, Kabila doit partir. Il sera difficile de prouver à la face du monde que ce que le peuple est en train de réclamer, c'est autre chose et qu'il faut M. Kabila, même pour ceux qui ont triché. Et moi, je pense que ceux qui ne sont pas allés aux élections ont plutôt facilité la voie à Kabila que vraiment barrer la route à Kabila. Parce que je vois mal dans l'hypothèse où au deuxième tour, il y aurait Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi, et que l'on dise non, le plus populaire au Congo c'est Kabila par rapport à Etienne Tshisekedi. C'était difficile à expliquer, même pour ceux qui ont arrangé le trucage des élections. Alors, donc moi, plutôt que de vous poser des questions, je vous fais une proposition d'appeler, d'établir un dialogue avec ceux qui veulent changer le Congo par la voie des élections. Nous, dans notre parti, dans notre plateforme, nous disons élection oui, mais sans Kabila. Pourquoi sans Kabila? Parce que nous savons qu'il va tricher, ça c'est clair. Nous savons qu'il va utiliser les fonds de l'État, ça c'est clair. Nous savons qu'il va utiliser les moyens, les médias de l'État, c'est clair. Mais surtout, nous savons qu'il sera impossible de faire la campagne. Pour des raisons de sécurité. Nous ne voulons pas vous perdre. Nous savons que Kabila n'a pas hésité d'attaquer Jean-Pierre Bemba avec une quinzaine d'ambassadeurs de l'Union européenne. Dans sa résidence. Il n'a pas hésité, c'est-à-dire que quand il sentira que le pasteur Moka va me faire tomber, il n'hésitera pas. Il n'hésitera pas. Donc nous disons qu'il faut tout faire pour que Kabila, par tous les moyens, qu'il soit disqualifié. Et c'est pour ça que nous soutenons la requête de Mme Landau, de demander au procureur, parce que le procureur de la Cour pénale internationale a le pouvoir, en vertu de l'article 15 du statut de Rome, il a le pouvoir d'ouvrir une enquête sur base de renseignements. Ce n'est même pas des faits, mais des renseignements. Il peut ouvrir une enquête. Et nous avons lancé cette pétition pour soutenir cette requête, parce que nous pensons que s'il y a, disons, 1 million de Congolais qui réclament que cette enquête soit ouverte, le procureur sera bien obligé quand même de se dire, il y a un problème, il faut que j'ouvre l'enquête. Si l'enquête est ouverte, il devra aller au bout de la logique de cette enquête, c'est-à-dire lancer un mandat d'arrêt contre M. Kabila. Et si le mandat d'arrêt est lancé, même si on ne peut pas l'arrêter, logiquement, c'est un monsieur qui doit être disqualifié, puisque la Constitution, la loi électorale dit toutes les personnes qui ont des problèmes en justice et qui sont pendants ne peuvent pas être candidats. Donc, il y a moyen d'agir sur ce front-là aussi pour essayer de bloquer M. Kabila avant les élections. Mais nous disons aussi qu'il faut un dialogue sincère comme celui-ci, mais avec tous ces candidats-là, qu'on se retrouve. Nous avons fait cette tentative à l'élection de 2006, mais on s'est retrouvé seulement à 19 candidats. Je n'étais pas candidat, c'est Mme Landu qui était candidat, mais bon, j'étais actif aussi. Nous nous sommes trouvés seulement à 19 pour essayer de bloquer l'élection en cours de route, mais ce n'était... Il y a des candidats qui étaient déjà trop emballés, ils n'ont pas voulu. Donc maintenant, on a encore un peu de temps. Si dans les 6 mois qui viennent, nous pouvons avoir la chance de rassembler quelques ténors politiques pour que vous puissiez signer un pacte sur un programme commun, quitte à ce que entre vous vous mettiez d'accord, si X passe, Y pourra être ceci ou cela.
Si nous pouvons faire ça d'ici les 6 mois qui viennent, au moins on aura une nouvelle dynamique sur la place politique congolaise. Donc ma contribution c'est celle-là. Vous inviter à entamer ce dialogue ouvert avec tous les hommes politiques qui ont une portion d'opinion au pays, ou ceux qui ont de l'influence dans un cercle ou dans un autre, sans exclure personne, sauf les aventuriers, parce qu'il y en a aussi. Et puis, entreprendre toutes les actions, soit politiques, soit légales, toute démarche juridique qui peut effectivement amener à la disqualification de M. Kabila, puisque toutes les conditions sont remplies pour que Kabila soit disqualifié. Et surtout qui se permet aujourd'hui de tuer au vu aussi de tout le monde quelqu'un comme Armand, un policier sur le boulevard, et Chebeya et Maître Yangambi qui sont là, les pasteurs Coutinho. Donc, toutes les conditions sont réunies pour faire disqualifier par les voies de droit M. Kabila. Voilà la petite contribution que je voulais. Merci beaucoup. En vous remerciant et en vous félicitant pour le courage, parce que ça demande un certain courage. J'ai des questions, mais qui sont assez personnelles. Je ne souhaite pas les poser sur ce que nous nous trouvons devant une caméra. Et si vous êtes encore ici... Demain, 10h du matin. Ouais. Pas de problème. J'en profite parce que je sais que le pasteur a une émission de télévision, donc il faut qu'on le libère lui déjà. Hein, parce que vous êtes libéré. La conférence de Washington répond à la question que vous posez et l'équipe ici peut constituer déjà un bureau technique par rapport à ça. Monsieur Kabangé a reçu ses renseignements depuis 2 ans que le mandat l'attend sur le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Il le sait depuis 2 ans. Alors, donc, moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis acteur de là. Je suis le combattant des gens aussi. Ce que je voulais dire, c'est que tout le monde l'a déjà dit. Nous avons l'expérience avec Jean-Pierre. Nous avons supporté Jean-Pierre vraiment à fond. Vraiment à fond. Je vais vous dire à fond. Jusqu'à ce que sa chaîne de télévision était mon à chaque fois. C'était le message à nous qu'on envoyait. Jusqu'à ce que nous avons même des risques que nous avons. Aujourd'hui, si on parle de l'opposition militaire, c'est beaucoup. Et j'ai un peu me baveiller quand même la délicatesse. Je commence à nous expliquer ce qui s'est passé. Et quand aujourd'hui quelqu'un me dit, voilà l'opposition là, moi franchement je ne crois pas. Comme tout le monde vient de le dire, moi je ne crois pas. Parce que les élections présidentielles de Kinshasa, ce n'est pas seulement Kinshasa. Il y a le Bas-Congo, il y a les Chaba, il y a la Tanzanie, il y a... Si au moins il y a eu jusqu'aujourd'hui des gouverneurs élus par le peuple congolais, je vais dire oui peut-être, il peut y avoir de la chance. Parce qu'il y a eu comme à Kassai Oriental, il y a eu le Nikankou qui était des MLC, il y a eu Yambandaka, Makila qui était des MLC, mais aujourd'hui, il n'y a que rien de peu perdu. Qui va vous accorder d'aller faire une campagne dans une ville où le gouverneur du PPRD, le chef d'état-major est de PPRD. Franchement, moi je vois. Donc, nous nous sommes dit, on se prépare pour aller éjecter ces types avant les élections. On essaye par tous les moyens, des voies et moyens, avec les petits moyens que nous avons. On a même lancé des appels de fonds, tout Congo, de contribuer même seulement à 10 livres de livres à chacun. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre sans moyens financiers. Nous avons eu des éléments qui nous ont donné l'air des vies. Et voilà, si nous voulons ça. Avec le peu de moyens que nous avons pu quand même essayer de les donner ce qu'ils nous avaient donné. Mais en fin de compte, ils ont fini par me demander, aujourd'hui, si nous y allons, qu'est-ce que nous avons dit ça?
Et c'est là où nous sommes pressés. Donc, déjà qu'ils nous ont compris, nous ont aidés par-ci par-là, mais ça n'a pas suffi. Nous disons ceci. C'est bien de voir. Si vous avez les moyens, si vous avez votre pays, bon, comme le passé vous l'avez dit, vous avez dit que vous êtes d'accord qui est fait par cela, il va y avoir les élections. C'est sur le mieux. C'est ça notre souhait. Si vous voulez participer dans l'opération, mais que vous soyez dans l'anonymat, nous sommes d'accord. Comme le procès nous dit, qui est, s'il y a moyen pour que ça soit souhaitable, et voilà, moi, je vais m'engager ça, je vais donner ceci, je vais, une fois l'opération terminée, je vais faire ça, je vais équiper ceci, je vais faire ça. Il y a moyen. Nous avons toujours des fenêtres libres, ouvertes, des portes ouvertes, pour, dans notre structure. Parce qu'on ne peut pas quand même aller battre, défendre le pays sans l'idéal. Nous avons une idéal dans la tête. Tout ce que vous voulez dire là, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Si vous avez été ici, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais quand on regarde les orphelins de Bukavu, c'est donc les parents ne veulent plus. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et qu'est-ce que nous préconisons de la frontière de l'Est? Nous devons penser à tout ça. Faire des bancs à Kinshasa, ce n'est pas un grand problème. Nous avons le pouvoir. C'est pour le pays. Hein. C'est vous voulez le pays, justement. Mais parce que j'ai étudié au pays. Moi, j'ai eu mon diplôme d'État à l'Institut du 14 octobre. C'est l'école de Bokassa. Non, Bosseko. Et à cette école-là, moi, quand je sortais de l'école, je voyais qu'il y avait une école pour cette cérémonie-là. Des élèves s'asseyaient même sur les fenêtres, là. Il n'y avait pas de banc. Et pendant qu'il y a mon école, il y avait des bancs qui étaient dehors. Dehors. Qui ne servaient à rien. Qui ne servaient à rien du tout. La pluie, on les abîmait. Avec, je ne sais pas, le support médiatique, de le faire entendre. Et ainsi, Joseph sera vraiment affaibli. Sans être affaibli, il pourra toujours se permettre. En fait, pour moi, c'est plus que ça. Alors demain déjà, puisque c'est l'étape suivante, c'est demain pour la conférence de presse. Mes équipes ont fait leur travail, mais ici c'est votre territoire. C'est à vous alors d'inviter également la presse internationale pour que demain tout le monde se pointe et que demain nous puissions donner notre message. Ça se fera ici, à 14h. Ici même. Ici même. Et une autre pièce là-bas. À 14h, qui s'appelle le Thames, comme la rivière, la Tamise, le Thames, à 14h. Du fait qu'on a lancé le truc ce matin, c'est très cool. Moi, je pense que vous, étant du métier et étant responsable du territoire, si vous pouvez également mobiliser vos contacts, Times, BBC, Guardians, etc., profitons de la logistique pour que demain nous puissions donner un autre coup dans ce sens-là. Nous avons également une stratégie qui consiste à intégrer les journalistes congolais qui sont pro ce que nous faisons. Et là, nous finançons également. Là-dedans, nous avons déjà Roger Bongo, nous avons d'autres aussi, Fabien Roussoanika, donc, vous pouvez vous intégrer dedans. Et là, les moyens sont à disposition également pour la lutte. On parlera avec notre équipe de stratégie ici. Merci pour la parole. Je crois que tout le monde a intervenu, presque tout le monde a intervenu. Moi, ma préoccupation, c'est que je voulais seulement ajouter un tout petit peu à tout ce que mes compatriotes ont dit, et surtout sur l'aspect de l'opinion internationale et sur l'aspect de la prise en charge, de la prise en charge de nos préoccupations en tant que peuple. Depuis que nous avons commencé ces combats, c'est tout le monde qui nous dit que tout ce que vous faites, c'est mieux, c'est bien, mais vous devez faire plus que ça. Et selon que nous demandons plus que ça, c'est employer les langages que
Donc, je vous ai suivi quand vous avez dit que nous ne sommes pas des tueurs. Il y a, moi je suis mon Congo, il y a un adage chez les Bakongo qui dit, je vais dire ça en lingala, yo lomoni bilamba, otikali bolumbu, olakisi masima, oyoki soni te. Bon, na otala nde muna yoka soni. Ça veut dire que toi tu te déshabilles, tu es resté nu, tu me montres le derrière, tu n'as pas honte. Et c'est moi qui vais regarder qui aura honte. Je ne crois pas. Donc, nos envahisseurs sont venus par des armes. Ne tâtonnons pas, mon frère. Là, on est d'accord. Rendre à César ce qui est à César, c'est biblique. Là, on est d'accord. Voilà. Donc, moi, c'est seulement pour vous pour renforcer un peu votre conscience, quoi. Que par les élections, nous allons. Anything you want. If you want to eat something, I mean, this is the right opportunity to do so. Yeah, we're gonna eat more. We're talking first. Alors, en tout cas, félicitations d'abord. Comme venait de dire les touroutes qui sont ici, de votre approche. Vous êtes venus, nous sommes frères. Vous êtes venus nous parler de vos préoccupations. Mais c'est moi qui suis en Angleterre. L'option des élections nous fait mal au cœur. Même si vous appelez à Kinshasa aujourd'hui, on parle de Saint-Chantier. C'est-à-dire que ces gens-là ont fait une campagne. Et ils sont en train de la faire. Ah, ils sont en continu. Donc nous perdons un peu du terrain sur place au Congo. Alors moi, je les comprends parce qu'ils n'ont jamais vu ce qu'ils voient. Et surtout, nos jeunes frères et sœurs qui sont nés pendant la période de 90, c'est juste le 1990, quand Mobutu a prononcé son discours de démocratisation. 90, 2010, ces enfants-là ont 20 ans maintenant. Ils n'ont jamais vu ce qui est de bon dans ce pays. Donc c'est qu'un âme peut-être qui leur fait voir un peu de luxe. Un peu de luxe. Alors, nous, ça nous fait mal. Ça nous fait vraiment mal. Aux élections, en tout cas, croyez-moi, on ne va pas réussir. Alors, je vous rejoins dans ce que j'ai déjà dit avant aux autres, parce que je pense que nous disons la même chose, même s'il y a des points très différents que vous avez dit, que j'ai entendus. Nous sommes d'accord pour travailler dans le sens de dire les élections sans candidat. Voilà. Donc, on va travailler dans ce sens-là. De manière pratique, le bureau technique, les membres ici présents, va mettre au point des stratégies, des budgets, des timings, pour qu'on se mette d'accord sur l'exécution. Parce que, je vais donner un exemple, on peut affréter un avion, on met 300 personnes dedans, ils descendent à Kinshasa, si la nerve ne leur cause pas trop de problèmes, ils sont disséminés et ils font ce qu'ils ont à faire. Donc ça fait partie des choses. D'accord. Donc voilà. Sur ce, je vais clôturer. En tout cas, c'est à nous maintenant, nous qui sommes ici, nous qui avons des groupes, des groupuscules, des contacts, de nous mettre ensemble pour former un comité qui sera établi les défis, l'état des besoins de ce que nous devons faire le plus rapidement possible, quoi, et puis on vous fera compte. Tout à fait. Merci beaucoup. Quelqu'un a besoin de ça encore? Lui n'a pas à y reçu. Je vais m'ajouter. D'accord. Dans le plaise à mon ami, mes interventions sont toujours brèves. Je voulais dire ceci. Je vous ai dit tout à l'heure que demain vous recevrez quelqu'un. C'est pourquoi je n'ai pas parlé. D'accord. Le problème qui est là, c'est que le temps court contre nous. Les élections, c'est en novembre prochain. Ça va très vite. C'est-à-dire, y compris, si je tiens compte de ce qu'a dit le professeur, ce que tout le monde a dit ici, il faut qu'on aille vite. Parce que je trouve qu'on est encore au stage en dernière. Les élections n'auront pas lieu en novembre. J'ai passé 8 heures
seul à seul avec Malumal. Seul à seul, 8 heures. Donc, on s'arrêtait pour s'allonger sur le fauteuil, pour boire et manger. 8 heures. Les élections n'auront pas lieu en novembre. Parce que la CENI, qui doit sortir, va devoir introduire un truc dérogatoire auprès de la Cour suprême pour respecter ou pour demander des aménagements par rapport à la constitutionnalité des décisions qui ont été prises. Et non, si on a les élections en avril 2012, on est chanceux. Mais étant donné qu'il y a des options que le peuple demande, auquel je sais plus, donc voilà. Cette fois-ci, en tout cas, vieux, excusez papa Mbala, excusez-moi. Tout le monde m'a ça. Pardon, général, une seconde, pardon. Je veux faire. Excusez-moi, je n'ai pas parlé depuis le commencement de cette. Ok, d'accord. Je suis patient. Ce que moi je voulais dire, on regarde la montre, on regarde le temps qu'on a fini, parce qu'il y a certains d'entre nous, ils ont aussi d'autres préoccupations, c'est sûr, s'il vous plaît. En continuellement en posant des questions, eh bien, le temps passe. Alors, je crois que pour nous, monsieur Jean-Paul Moka, c'est une fierté pour moi d'avoir un peu réussi cette rencontre. Parce que vous voyez, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mais tous ces gens que vous voyez ici, dans cette table, prennent beaucoup de spectateurs comme M. Boni et M. Jean-Pierre Kamba. Ce sont l'un des grands journalistes. C'est une fierté pour moi, c'est une réussite. Voilà. En moins de 12 heures. Je vous dis, s'il a fait un effort, on a utilisé. C'est bien. C'est bien. Ça c'est un. Monsieur Jean-Paul Moka, si je peux vous appeler Jean-Paul Moka, ce n'est pas un anti-touti ou quoi. Non, monsieur. Non, je pense qu'il a bien écrit révérend. C'est comme ça qu'on a. Monsieur le révérend. Un homme d'État n'est pas il y a un seul monsieur, c'est bon. Bon, nous avons. Ça, c'est un pays des combattants. C'est un pays où se trouve l'anti-bastion anti-Kabila. Il a rêvé depuis sa présidence, soi-disant, entre guillemets, élu frauduleusement, je vais le dire, sans cacher ce qui est en moi, frauduleusement en 2006. Je crois que le vieux qui est là, j'ai vu de preuves, il a travaillé, il l'a vu, il l'a dit. Connaissez-vous l'histoire? Mais je regrette aussi amèrement parce que maman là n'est pas venue. J'aurais voulu qu'elle soit là, mais... Un peu fatiguée du voyage. Elle a transmis le message. D'accord, j'ai eu... Elle a reçu... Elle a dit un peu fatiguée du voyage. Pardon. Mais son mari est là. Son mari... J'en profite pour dire au mari que enveloppe wana ateza kombo ya mama oza mobali d'autorisation kofungola mpo na nga problème eza te. D'ailleurs natikama ofungola. Je suis un mari très honnête, catholique. Non, ce n'est pas ça. Comme j'ai une femme qui est engagée dans la vie publique, et moi-même je suis aussi dans la vie publique, elle assume seule les engagements publics qu'elle prend. Tout comme j'en assume aussi. Je peux l'appuyer et tout. Mais ça, c'est normal à nous. J'aurais dû ajouter, en fait, parce que j'ai écrit en fonction de ce qu'on m'a présenté. On m'a dit le mari.
j'aurais dû en fait écrire monsieur et madame. Vous auriez eu beaucoup de mal, vraiment. Parce qu'elle ne porte pas mon nom, donc vous allez dire monsieur Mbala. Vous allez sortir comme Vous me permettrez de réécrire sur l'enveloppe monsieur et madame Mbala. Non, son nom de jeune fille. Oui, mais son nom de jeune fille, c'est l'année. Oui. Vous, c'est Mbala. Oui, mais donc l'enveloppe, c'est au nom de monsieur et madame Mbala Landing. Non, je suis en train de... Oui, mais pour moi c'est important, donc je vais rectifier ça. Bon, viens Sylvain, Jean-Guy, s'il vous plaît. Le capitaine n'a pas terminé. D'accord. L'homme qui a rendu toute cette affaire possible. S'il vous plaît. Je vais vous dire, s'il vous plaît. Il a bien qu'il y a l'enveloppe et alors. Non, viens. Non, liberté de s'il vous plaît, on a une course. Il y a aussi l'ambiance. Oui, il y a l'ambiance, il y a aussi la récréation. Pour détendre un peu. Ah oui. Bon, Jean-Guy, viens, je fais Sylvain, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment s'il vous plaît? Un peu d'attention. Bon, je sais que je regrette un peu, surtout très amèrement. J'ai été très sage. Je crois que la caméra est là. J'ai été très sage. Je ne pris pas le risque, mais par patriotisme, de mixer tout le monde. Même les gens que je ne pouvais pas parler, mais je l'ai fait. De le faire venir ce soir pour vous écouter. Comme je l'ai dit, je vous ai vu à la télévision, à l'internet, grâce à M. Roger Bongos, que j'aime beaucoup, comme journaliste, comme d'autres amis, comme Bonny et Jean-Guy. C'est-à-dire que par l'internet, je vous ai vu, et je parlais à M. Bongos, et bien dans quelques jours, nous devions être à Bruxelles pour manifester contre le gouvernement de l'imposteur au pays. Alors, je vous ai vu avec le garde de corps. J'étais avec le général Ngando, un ami patriote, que j'ai voulu qu'il soit là. Et il n'est pas venu. J'ai appelé Ikanga, il n'est pas venu. J'ai appelé Mokerese, ils ne sont pas venus. Je le dis en face de caméra. Je le fais par patriotisme. Parce que nous tous, nous militons pour que ce pays-là soit libéré chez l'imposteur canadien. Mais malheureusement, ils ont décliné l'offre peut-être pas poliment. Ah bon, on a couillard, mais bon, ça va nous avoir un rendez-vous. Je comprends. On se connaît nous tous. Mais peut-être c'est ma faute. Là je veux ajouter quelque chose. Là, c'est peut-être ma faute. C'est pas votre faute. Vous savez, quand j'ai, en 2005, commencé à secouer un peu le cocotier revenant du Congo, j'ai fait des erreurs. Et peut-être que, je ne dis pas que c'est le cas, je dis, mais peut-être que ces officiers que vous parlez ont eu vent de ces erreurs-là par d'autres militaires qui n'ont plus suivi toute la trajectoire que j'ai faite depuis 2005. Donc peut-être, je dis bien peut-être, quand ils ont entendu le nom, ils ont dit non, token d'été. Donc c'est pour vous dédouaner un petit peu de la chose. Hein. Oui. D'accord. Bon, pour moi, je pense que c'était peut-être un échec. Non, ça c'est un succès. D'accord, je comprends. À 24 heures. Même pas. D'accord, merci. Capitaine. Bon, ok, merci. Bon, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi. Vous êtes en face de ceux qui parlent de Londres, ils sont là. Ils sont là devant vous. Et ceux qui, parmi eux, vous avez souhaité voir quelques-uns, que je vous ai expliqué pourquoi je n'ai pas voulu le faire venir ici. Parce qu'on se connaît. Parce que nous vivons dans une île, on se connaît tout le monde. Bon, je crois que pour vous, mes chers patriotes, c'est une opportunité. Nous avons l'habitude de nous comprendre quelque part. En face de nous, nous avons quelqu'un, vous êtes là, il vous écoute, et pour trouver une situation équitable pour l'avenir de notre pays. Merci. Ok. Permettez-moi de conclure cette première partie et ensuite de vous laisser manger et être à l'aise entre vous pendant que moi-même je vais devoir m'occuper des journalistes.
hein, parce que je sais que je dois m'occuper de vous aussi et vous donner vos interviews. J'aimerais conclure en disant ceci. Demain à 14h, la salle qui est réservée de 14 à 16h, toutes les dépenses qui ont été faites, pourquoi pas? Ça peut être une plateforme pour cette équipe-ci de vous adresser à la presse internationale. Et moi, je peux venir simplement comme un appendice, parce que finalement, c'est votre territoire. Donc, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire et de me dire qu'est-ce que vous voulez que je fasse demain. Parce que mon message de demain, c'était de me mettre à la disposition de la famille d'Armand et du peuple pour aller rechercher le corps de Armand. Ça n'a pas de sens. Cette histoire ne tient pas debout. Je veux dire, on ne peut pas garder, on ne peut pas kidnapper le corps de quelqu'un s'il est encore là. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui, au-delà de la peur, prennent le courage d'aller chercher ce corps. Moi, je suis prêt à le faire. Donc, voilà. Donc, le reste, vous verrez ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire. Vous me direz ce que vous pensez que je devrais dire. Et on va trouver alors un terrain d'entente et je dirai selon votre décision. C'est votre territoire. Voilà par rapport à cela. Donc, avec votre permission, je vais m'occuper des journalistes à part. Je vous laisse la salle, commander à manger, etc. Soyez à l'aise. Et on se retrouve probablement demain à 14h. Merci Be encouraged this year with these new books available by Doctor in Theology with Evangelism Strategies, Leon Kabasele. What would you do if you knew the secret of prayer? Get your copy today of How to Pray by Dr. Evangelist Leon Kabasele. If you knew who you are, you know what you can do. Get the book, Jesus Christ is My God, by Dr. Evangelist Leon Kabasele. The book, Christian Development, God Came as Human Being by Dr. Evangelist Leon Kabasele. Christian Philosophy, Understanding Racial Oppression. These are the academic Christian books to help those who want to learn about Christianity. These are the books that can help people to grow spiritual rather than physically. Leon Kabasele does his research in theology as a Christian scholar, and one of his research is based on evangelism strategies, and this is what made him to become a doctor in theology, with evangelism strategies as his main subject. Take some time to walk through author Leon Kabasele's shelves of inspirational reads. Here are 4 books for daily inspiration and spiritual growth. These books can be bought from www.amazon.com, http://www.amazon.com, or go to any Google, just type Leon Kabasele.